Partons tout de suite en direction de la plus grosse planète du système solaire, Jupiter. Les premières observations spatiales de Jupiter ont été obtenues lors d'un rapide passage près de la planète par les sondes Pioneer. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Elle a étudié en particulier la structure thermique de Jupiter et son bilan radiatif. Puis ce fut au tour de Voyager 1 et 2, qui ont surtout montré Jupiter dans sa globalité, contrairement à la mission Galileo, qui a fourni des vues détaillées des aspects caractéristiques de la planète. En effet, les images fournies ont une résolution 10 fois supérieure à celle de Voyager. Alors la sonde, qui pesait un peu plus de 2 tonnes, était divisée en 2 parties. Il y avait l'orbiteur et le module de descente qui devait plonger dans l'atmosphère de Jupiter. La sonde a été lancée par la NASA le 18 octobre 1989. Elle ne va pas partir en ligne droite à destination de Jupiter, mais elle va faire quelques boucles à l'intérieur du système solaire pour aborder des corps célestes importants et lui permettre par là même d'économiser du carburant en ayant ainsi une assistance gravitationnelle. Ça va être le cas tout d'abord le 14 février 1990, lorsque la sonde va aborder Vénus et ainsi profiter de son assistance gravitationnelle. Les instruments de l'orbiteur vont également être testés à cette occasion, et l'un des objectifs des investigations était la détection d'éclairs dans l'atmosphère de Vénus. Mais malheureusement, à ce moment-là, aucun ne va être observé. Puis, entre le 8 décembre 1990 et une deuxième fois le 8 décembre 1992, la sonde va également bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la Terre par 2 fois. La deuxième fois, d'ailleurs, elle subira une accélération de 3,7 km/s sans utiliser une seule goutte de carburant, ce qui montre ainsi l'utilité de l'assistance gravitationnelle. Le 11 avril 1991, l'antenne à grand gain principale de la sonde ne s'est pas déployée comme prévu et a nécessité une révision drastique des plans d'observation. Le débit des données a été ainsi réduit d'un facteur 10 000. Donc ça a été l'un des premiers problèmes qui est survenu sur la sonde Galileo. Et malheureusement, c'est vrai que la mission a plusieurs fois frôlé la catastrophe. Plus légèrement, le 29 octobre 1991, la sonde survole son premier astéroïde, Gaspra, à une distance de 1600 km. Elle prendra 150 photos. Le 28 août 1993, un deuxième astéroïde est survolé. Il s'agit d'Ida, avec un passage à moins de 2400 km. On va notamment y découvrir que la densité de cratères est plus importante que sur Gaspra, et que comme Gaspra, elle possède un champ magnétique et qu'elle a une petite lune de 1,6 km de diamètre qui gravite autour d'elle, qu'on baptisera d'ailleurs Dactyle. En juillet 1994, alors que la sonde Galileo s'approche de Jupiter, le monde entier braque les télescopes, les grands télescopes, en direction de la planète. Effectivement, il est prévu un spectacle absolument grandiose et inédit. La comète Shoemaker-Levy 9, qui vient d'exploser en plusieurs dizaines de fragments, va bientôt entrer en collision avec Jupiter. Évidemment, la sonde Galileo est aux premières loges et sa caméra enregistrera l'événement, dont on fêtera le 25e anniversaire au mois de juillet dernier. La sonde arrive enfin à Jupiter, et le 13 juillet 1995, elle procède au largage de la sonde atmosphérique. Celle-ci va descendre jusqu'à 150 km de profondeur sous les nuages joviens, à une pression atmosphérique de 22 bars et sous une température de 150 degrés Celsius. Que va-t-elle bien pouvoir y découvrir ? Eh bien, tout d'abord, une proportion d'eau anormalement faible. Les analyses de Voyager indiquaient des niveaux d'oxygène, qui sont issus de l'eau, 2 fois plus importantes que celles enregistrées par la sonde de descente. Les scientifiques s'attendaient également à ce que la sonde traverse successivement 3 couches nuageuses bien marquées.
une première couche nuageuse de glace d'ammoniac, une deuxième couche de nuages de glace de sulfure d'ammonium et une troisième couche de nuages de glace d'eau. Les instruments de la sonde ne détecteront que des structures nuageuses très ténues et en particulier aucune donnée ne permet d'affirmer avec certitude la présence de nuages à base de vapeur d'eau. Les sondes Voyager indiquaient également une proportion d'hélium moins importante que celle que va découvrir la sonde atmosphérique. En plus de cela, l'abondance des gaz nobles, en particulier l'argon, le krypton et le néon, est également beaucoup plus importante que prévu. Le spectromètre de masse va également mesurer un ratio d'hydrocarbures 3 fois plus important que celui du Soleil. Et enfin, la vitesse des vents, qui va être mesurée par la sonde à plus de 700 km/h au lieu des 360 à 540 km/h qu'on attendait théoriquement. Et contrairement à ce qui est prévu, cette vitesse ne décroît pas avec la profondeur. Pendant sa descente, le module va également détecter près de 100 000 éclairs. Ceux-ci sont en moyenne 100 fois plus puissants, mais également 100 fois plus rares que sur Terre. La station de mesure atmosphérique va également permettre d'établir le profil pression-température de l'atmosphère de Jupiter depuis une altitude de 1000 km au-dessus des nuages jusqu'à 133 km sous cette limite. Alors, de ces anomalies du module de Galiléo, de descente dans l'atmosphère, notamment en ce qui concerne la proportion d'eau anormalement faible, les structures nuageuses très ténues et d'autres mesures effectuées par la sonde, on conclura que la sonde sera descendue dans une région de Jupiter qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une zone où les courants de convection sont extrêmement violents et où les nuages sont évaporés par les chaleurs intenses et où l'humidité y est très faible. 6 mois plus tard, le 7 décembre 1995, Galiléo s'insère en orbite autour de Jupiter, qu'elle ne quittera pas jusqu'au 21 septembre 2003, après quoi elle terminera sa mission en plongeant à son tour dans l'atmosphère de Jupiter et en se désintégrant. Au cours de sa mission, la sonde prendra 14 000 images de grande qualité. C'était donc la première sonde à effectuer une mission ciblée exclusivement sur la planète Jupiter. Et aujourd'hui, eh bien, on a les images de Juno qui nous parviennent et qui sont encore plus extraordinaires et qu'on suit attentivement. Merci Mathieu pour ce voyage vers Jupiter.